Bienvenue dans le monde des légendes. Je suis ce mage venu des limbes de l'éternité pour tout vous révéler des croyances qu'inspirèrent autrefois les paysages de France. Ensemble, nous allons chevaucher le temps et l'espace pour percer enfin le mystère des contes populaires d'une histoire millénaire. Ces légendes nous appellent aujourd'hui de Provence. Des rives du Rhône aux confins du Var et jusqu'à la Méditerranée, invasions barbaresques, sources sacrées et monstres amphibiens ont nourri les histoires extraordinaires d'une terre d'échange et de brassage qui exalte l'imaginaire. Car c'est à la lisière de la Provence que le nord rejoindra le sud, que les Ligures deviendront celtes, que les Celtes seront grecs puis romains, et que naîtra enfin cette identité provençale que souffle le Mistral. Sous le regard bienveillant de la bonne mère, c'est la Provence tout entière que nous allons voir palpiter dans le creuset chimérique dont est fait l'imaginaire local. Bon, d'abord, il est méditerranéen, avec une teinte celte, cachée mais présente. Il parle une langue magnifique, une langue qui chante, une langue qui a des expressions très imagées. Et puis, il aime le soleil, son pays, quoi. Un pays au légendaire hanté par l'origine phocéenne de la doyenne des villes de France, autant que par les créatures sauvages ou mythiques rôdant dans les marais camarguais ou tapis dans les mystérieuses grottes des châteaux de Provence. Qu'on les surnommait Athènes de la Gaule, Porte de l'Orient, ville rebelle ou cité phocéenne, Marseille peut s'enorgueillir d'être aujourd'hui la capitale de Provence en même temps que la plus ancienne cité de France. Une terre au panachage culturel qu'il convient de découvrir avant d'en revisiter les légendes. Il est évident que le vieux Marseille avait un charme fou. Un charme fou. Il y a une place qui s'appelle Place Sainte-Élisabeth maintenant, qui s'appelait Place Cul-de-Bœuf, parce qu'il y avait la forme d'un cul de bœuf, etc., etc. Et tout ça a été malmené, rasé, changé de nom, tout ça, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, les édiles marseillaises se sont parisianisées parce que ça faisait chic. Et ça continue. Mais ça, c'est un autre thème. Je pense aussi que les Marseillais sont soif de liberté, parce qu'il y a cette ouverture de la ville vers la Méditerranée et le large. Et en même temps reçoivent beaucoup de la mer, ont toujours reçu de la Méditerranée. Aussi bien les produits du monde que les échanges entre les hommes. Et vraiment, c'est un carrefour de culture. Plus qu'aucune autre, la ville de Marseille a su conserver une identité bien marquée par le bouillonnement pluriculturel qui a fait son originalité. Certains l'appellent d'ailleurs la ville aux 111 quartiers, tant les ambiances qui l'animent et les histoires qui s'y colportent sont nombreuses et métissées. À 2 pas de la plage des Catalans, coincée entre 2 falaises et résolument tournée vers la mer, en face des îles du Frioul et du Château d'If, le petit port du Vallon des Aufs est à lui seul une légende et semble s'être arrêté au temps de Marcel Pagnol. Marseille a la chance, c'est une grande ville, un territoire, et en même temps, on a une diversité des paysages. Et le Vallon des Aufs, c'est un petit port, mais on a des petites maisons d'anciennes, ce qu'on appelle chez nous les cabanons, des petits cabanons de pêcheurs qui ont été transformés en résidence. Mais d'où vient ce nom de Vallon des Aufs ? Les aufs, c'est une plante un peu graminée qu'on peut tisser pour faire des paniers, des nattes, des objets pour la pêche. Et les auffiers étaient ceux qui travaillaient les aufs. Et ça a donné le nom parce que justement, c'est un petit quartier de pêcheurs. Au-dessus du Vallon des Aufs court depuis plus d'un demi-siècle la fameuse corniche de Marseille, où flânaient jadis les bourgeois.
La corniche Kennedy, c'est une jolie promenade. C'est un peu notre Côte d'Azur à Marseille. Lorsque la grande bourgeoisie marseillaise décide de construire des belles villas au 19e parce que Marseille au 19e est une ville prospère, la bourgeoisie ne veut plus habiter vers le centre-ville mais va faire bâtir des villas au bord de mer pour avoir bien sûr le panorama et profiter aussi des bains de mer. Et donc il y aura la construction d'un chemin. Il n'y avait pas de chemin auparavant sur le bord de mer vers le sud. Donc à partir de 1848, on emploie les ouvriers chômeurs pour tailler dans le roc un chemin. Puis dans les années 60, 1963, lorsque le président américain a été assassiné à Dallas, on faisait des travaux d'élargissement sur la corniche pour créer un joli banc, une promenade. Et à ce moment-là, on décide de baptiser, après la mort de Kennedy, Corniche Kennedy. Surplombant le Vieux-Port, fanfaronne le pittoresque et très créatif quartier du Panier, une sorte de butte Montmartre version phocéenne. Alors pourquoi ce nom? C'est qu'il y avait sous l'Ancien Régime comme une auberge en fait, où les messieurs, les marins du port venaient se divertir. Et l'enseigne était le logis du Panier. Alors plus récemment, au XXe siècle, on a désigné cette partie des vieux quartiers, le quartier du Panier. Autre lieu de divertissement mythique, la Canebière, qui est un peu les Champs-Élysées de Marseille et qui, contrairement à ce que prétend une légende urbaine, n'est pas un haut lieu de la consommation de la célèbre boisson au houblon. Mais ce n'est pas ça. La première Canebière est née sous Louis XIV. Et ce nom est dérivé de la langue provençale caneb, ça veut dire le chanvre. Et donc, autrefois, dans les marécages du Vieux-Port, poussaient les chanvres, les canebiers, et ça permettait de fabriquer les cordages de bateaux, puisque nous avions une corderie et un arsenal. Au-dessus de la Canebière et du Vieux-Port, du haut de son piton de 149 mètres, Notre-Dame de la Garde veille depuis plus de 800 ans sur les Marseillais. Symbole adoré de toute une ville, celle qu'on appelle affectueusement la Bonne Mère est la gardienne des marins et des pêcheurs depuis le Moyen-Âge. Jusqu'au XIXe siècle, la basilique, qui a fini par prendre des airs romano-byzantins, n'a cessé d'être agrandie pour y accueillir toujours plus de pèlerins, car c'est bien la vocation de Marseille que d'être une éternelle terre d'accueil. Allez, le dernier maquereau, 6 €, madame. Sur le Vieux-Port, quai des Belges, là où tout le monde vient chercher son poisson, une plaque commémorative rappelle sobrement qu'ici, vers l'an 600 avant Jésus-Christ, des marins grecs ont abordé venant de Phocée, cité grecque d'Asie mineure. Ils fondèrent Marseille, d'où rayonna en Occident la civilisation. Alors, comment cette grande cité cosmopolite est-elle éclose de rien au creux d'une calanque? Voici ce que raconte notre première légende, celle de la rencontre d'un aventurier phocéen avec une princesse gauloise il y a plus de 2600 ans. La légende grecque, précisons-le, de la fondation de Marseille, de la fondation de la cité grecque. Mais il y avait d'autres personnes avant, bien sûr. Il y avait les Celto-Ligures et il y avait une tribu, les Ségobriges, dont le chef s'appelait Nanos. C'était un patriarche qui avait une fille, fort jolie paraît-il, qui s'appelait Gyptis. C'est là qu'arrivent ceux qu'on appelle les Phocéens. Alors d'où viennent-ils? Les Phocéens venaient du port de Phocée. Phocée, c'est une traduction du grec Phokia. C'est un port qui se situe en Asie mineure. Ça correspond aujourd'hui à la Turquie actuelle. Et ils sont venus d'Asie mineure, de la mer Égée, vers la Méditerranée occidentale. Ils cherchaient des routes commerciales. Et comme le vieux port de Marseille est un port très abrité, protégé du vent, ils vont s'installer là.
Alors la légende, c'est que Nanos veut marier sa fille, Gyptis, mais à Marseille, on dit que quand un monsieur marche avec les mains derrière le dos, c'est qu'il est soucieux, qu'il veut marier sa fille. Et ça rend toujours un homme soucieux. Nanos, lui, ne se promenait pas avec les mains derrière le dos. Pourtant, il devait marier sa fille, parce qu'il était tranquille. C'était la fille qui choisissait le mari. Au cours d'un banquet, on invitait tous les grands seigneurs d'alentour, et elle offrait une coupe à celui qu'elle choisissait pour son mari. Si c'est elle qui choisit son mari, c'est qu'elle a le pouvoir de le faire. C'est que nous sommes dans une situation matrilinéaire, où c'est la mère qui décide de l'avenir, d'autant qu'elle est la fille du chef. C'est pas n'importe qui. Et la légende, c'est qu'elle a présenté sa coupe aux Grecs qui étaient là, qui avaient commencé à faire un peu de commerce, vous voyez, tout bien. Et là, les Grecs, eux, c'est pas des matrilinéaires. Non. Ils brandissent le glaive. Alors on a dit, c'est la fondation de Marseille. Non, c'est la grécification de Marseille. Mais Marseille existait avant. Et voilà, elle existait, mais sous une autre loi. Cette légende qu'avait déjà évoquée en son temps le philosophe grec Aristote a fini par être relayée plus de 2 siècles plus tard par un auteur et poète gallo-romain qui en a déduit qu'officiellement, Marseille était bien la doyenne des villes de Gaule. Et justement, nous dit le poète latin, Dot devenu gendre, Protis va recevoir des mains de son beau-père, le roitelet Nan, 3 collines pour fonder une ville. Ça correspond au vieux quartier. Et c'est à l'occasion de travaux réalisés en 1967 pour la construction d'un centre commercial dans le 1er arrondissement de Marseille que d'importants vestiges des fortifications grecques ont été mis au jour, puis ont fait l'objet de fouilles très poussées pendant une dizaine d'années. On peut en mesurer le résultat dans le jardin des vestiges. Mais le jardin des vestiges, c'était une partie du port. Il y avait de l'eau là. Maintenant, on arrive là où on est à cause des alluvions et des effondrements et des ordures et des bâtiments successifs qui se sont enfoncés, alors on en a mis d'autres, etc. Mais si on creuse les couches, on trouve des choses étonnantes. Comme cette galiote grecque qui aurait pu appartenir à notre héros légendaire Protis. On pense en effet qu'une fois installé dans ce royaume celto-ligure, il amarrait ses navires dans cette pointe qui correspond aujourd'hui au jardin des vestiges. Dans l'Antiquité, le vieux port arrivait jusqu'ici, donc c'était la mer. C'était un abri idéal pour protéger les bateaux de commerce et les bateaux de pêche. Et vous avez de l'autre côté les remparts de la ville grecque. Puis au IIe siècle avant Jésus-Christ, alors que Rome entre dans sa période de conquête, nos Grecs de Marseille, qui commencent à avoir des problèmes avec les Celto-Ligures, appellent les Romains à l'aide. Donc les Romains vont venir aussi pour des raisons stratégiques, fonder la ville d'Aix-en-Provence, qui est la plus ancienne ville romaine de la Gaule, et ils vont s'installer et fonder ce qu'on appelle la Provincia Romana, la province de Rome, donc la région Provence. Et de Massalia, Marseille devient Massilia. Depuis cette légende de la fondation de ce qu'on appelle désormais la cité phocéenne, nombreuses sont celles, païennes ou chrétiennes, qui se murmurent autour des sources de Provence, leur jaillissement ayant toujours été providentiel. Évidemment, l'eau ici était très précieuse parce qu'avant qu'on amène l'eau à Marseille, il n'y avait que des puits disséminés dans la ville. Et quand l'été arrivait, il y avait des gendarmes, des soldats qui protégeaient les puits parce qu'il y avait des meurtres pour avoir de l'eau. C'était une chose très précieuse, l'eau. L'eau a toujours été précieuse à Marseille. D'ailleurs, quand l'eau est arrivée à Marseille, on a fait un palais, le palais Longchamp, pour fêter l'arrivée de l'eau à Marseille, qui est un monument extraordinaire, une grande couronne de chantilly, avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'est bien pour dire que si Gyptis a offert à Protis une coupe, ça ne pouvait être qu'une coupe d'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Elle lui offrait sa vie. Plusieurs sources étaient d'ailleurs réputées sacrées, dont celle découverte sur le site archéologique de Glanum, à Saint-Rémy de Provence. On raconte qu'il y a fort longtemps,
cette eau avait un tel pouvoir de guérison qu'elle finit par attirer une tribu de Gaulois qui attribuèrent immédiatement ce pouvoir au dieu guérisseur Glan. Pour la protéger, ils installent alors tout autour un oppidum qu'ils appellent Glanon, puis Glanum à l'arrivée des Romains. Ces Gaulois, surnommés bien logiquement les Glaniques, créent ainsi un nouveau lieu de culte aussi célèbre à l'époque que celui de Lourdes aujourd'hui. Et pendant près de 10 siècles, des foules de pèlerins vont s'y bousculer. Les Romains eux-mêmes sacrifient à ce culte du dieu gaulois Glan, et en son hommage, le général romain Agrippa, ami de l'empereur Auguste, va faire édifier à côté de la source miraculeuse un petit temple dédié à la déesse romaine de la santé, Valetuda. Ainsi, les Provençaux ont-ils coutume de dire « Eichi l'ego est d'or » ici l'eau est d'or. Le monde aquatique est donc une inépuisable source d'inspiration et a donné lieu à une profusion de monstres amphibiens dont on dit qu'ils rôdaient jadis dans les marais du pays, et particulièrement en cet endroit. Vous êtes ici à Tarascon, aux confins de la Provence. Vous êtes juste en limite nord des Bouches-du-Rhône et vous êtes limité par le Rhône que vous avez pu voir et franchir peut-être en arrivant. Et vous arriviez certainement de Beaucaire Beaucaire, c'était la limite française, hein, c'était la France. Ici, nous étions en Provence, sous le régime du comte de Provence. Hein. Et c'est ici, sur cette frontière que marque le Rhône entre Beaucaire et Tarascon, au pied de la roche sur laquelle va plus tard trôner le château du roi René, qu'il y a fort longtemps, vers l'an 50 de notre ère, deux étranges et énormes créatures lacustres, le drac et la tarasque, allaient surgir des eaux troubles pour venir semer la terreur dans toute la région, en commettant des forfaits à faire froid dans le dos. Ces deux entités qui étaient en fait un endroit dramatique du Rhône, quoi. Et c'est un endroit dramatique parce qu'il y a des convergences de forces telluriques qui sont par là. Et les forces telluriques contrarient les forces de l'eau. Et tout ça, ça fait des puits, vous voyez, au fond de l'eau, des tourbillons. Et de là apparaissent des êtres étranges qui viennent hanter les rêves et les nuits des braves gens. De ces deux monstres, le plus célèbre est incontestablement la redoutable Tarasque. Certains disent que le Tarascon, son nom provient de Tarasque, Tarascon. Alors, qu'est-ce que c'est que la Tarasque? C'est une bête amphibie qui est monstrueuse, énorme, avec une très grosse tête, couverte d'écailles, et puis avec 4 pattes, hein, et avec des dents acérées, nous dit la légende, et qui, sur le bord du Rhône, eh bien, mangeait, happait tout ce qui se passait par là. Ça pouvait être un animal, ça pouvait être un enfant, ça pouvait être un homme. Ça ressemble à un dragon, mais ça tient de la tortue et du dragon, vous voyez, entre les deux. C'est gros, c'est énorme, ça fait très peur. Et ça fait beaucoup de bruit. Ça sent mauvais. La Tarasque venait du fond du Rhône, des marécages comme ça, des endroits pestilentiels. Mais il y a un autre monstre, le drac. Ah oui, il habite au fond du Rhône. Dans un palais de glace et de cristal. Oui, quelque chose sans décoration. Sauf à un endroit, il y a une fontaine qui coule. Et chaque goutte qui coule fait le bruit du verre qui se casse. Le drac, mais surtout la Tarasque, semblait malheureusement impossible à déloger des berges du Rhône. Et les Tarasconnais commençaient sérieusement à désespérer de trouver quelqu'un de suffisamment fort et courageux pour les en débarrasser. En attendant un miracle qui ne semblait pas vouloir venir, la population terrorisée restait confinée dans la sécurité toute relative des maisons. Jusqu'au jour où arriva des côtes de Palestine une étrange famille qui allait enfin dégager l'horizon des Tarasconnais. Marthe
Marie-Madeleine, Lazare étaient la famille de Béthanie. Alors nous retrouvons Marthe dans les évangiles. Lorsqu'elle accueille le Christ à Béthanie, chez elle, pendant la pérégrination du Christ, en fait. Et puis on retrouve Marthe aussi lorsque le Christ vient ressusciter son frère Lazare. Et donc cette famille de Béthanie, la tradition nous dit qu'elle a été mise dans un bateau, sans voile, sans mât, mais en fait, avec l'opération du vent et du Saint-Esprit et de Dieu, donc cette famille atterrit sur une plage de Provence que l'on a appelée ensuite les Saintes Maries de la Mer. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Saint-Maximin, Saint-Lazare, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe sont partis, comme le Seigneur leur avait demandé, évangéliser la provincie romane, comme on disait, la province romaine, parce que n'oublions pas que nous sommes aux années 50 de notre ère et qu'ici, c'est la Rome. C'est la Rome qui va se déployer dans la Gaule, en fait, c'est la Rome. Et ici, nous avons Arles qui construit ses arènes, nous avons Nîmes qui construit ses arènes, et nous avons la Rome qui s'installe. Et puis Marthe est partie sur Avignon. Et là, Marthe a ressuscité un enfant qui s'était noyé dans le Rhône en traversant le Rhône à hauteur du Palais des Papes actuellement. Et donc, le bruit s'est très vite répandu. Et les Tarasconnais, ayant entendu parler de cette dame qui fait de grands miracles et qui est très puissante, voilà, donc, eh bien, ils sont allés, soi-disant, la chercher, nous dit la tradition chrétienne. Ils sont allés la chercher, la ramener sur Tarascon pour la délivrer de cette fameuse bête féroce qui était la Tarasque, bien sûr. De Marthe, Marie et de Lazare, la plus gonflée, c'était Marthe. Elle leur dit comme ça: laissez-moi voir ce monstre. Non, n'y allez pas, ça sent mauvais. Il disait, je vous en prie, calmez-vous. Elle lui aurait montré au monstre, à la Tarasque, une petite croix de bois. La Tarasque est devenue molle comme de la guimauve. Et la légende veut que la sainte n'a eu plus qu'à prendre un ruban de sa coiffe. Elle a fait une laisse et elle a conduit tranquillement la Tarasque à Tarascon. Et là, les Tarasconnais, ils ont tué le monstre. Et depuis, d'ailleurs, ce sont de grands chasseurs. Oui, ils tuent des ânes à coups de figue, ils chassent les casquettes. Ah oui, non. Mais la Tarasque, elle est restée comme ça, docile. Et chaque année, on la ressort pour montrer le monstre qu'on a pu vaincre. Cette scène, c'est-à-dire prendre la Tarasque, l'attacher et l'amener et la promener en ville devant les Tarasconnais, elle se poursuit d'année en année et chaque année. Et cette année encore, elle aura lieu le 23, 24 et 25 juin au moment des fêtes de la Tarasque. Ces fêtes étaient censées exorciser le mal qu'incarnaient les débordements intempestifs du Rhône, représentés par le fameux monstre amphibien. Le Rhône, c'était la plage, il n'y avait rien. Tarascon était à hauteur du Rhône, donc le Rhône se déployait. Lorsqu'il était petit, il était ce qu'il est maintenant, mais dès qu'il grossissait, le Rhône pouvait prendre 100 mètres de plus ou 200 mètres. Donc nous sommes ici à l'embranchement des deux Rhônes. À partir de Tarascon, le Rhône s'ouvre. Il y a le grand et le petit Rhône. Donc celui qui va un petit peu sur Marseille et l'autre qui va sur les Saintes-Maries de la Mer. Vous savez, donc la Camargue. Donc Tarascon était marécageux. Et le problème, c'est que Tarascon était systématiquement inondé, régulièrement inondé. L'église Sainte-Marthe de Tarascon, qui fait face au château, conserve d'ailleurs les stigmates de ces inondations, encore bien lisibles sur les murs de sa crypte antédiluvienne. Vous êtes ici dans le premier oratoire chrétien qui a été, on pense, là, toujours selon la tradition chrétienne, créé par Marthe elle-même, par Sainte Marthe elle-même, dans les années 50 de notre ère. Alors, nous sommes dans une crypte, et en réalité, cette crypte était simplement une chapelle
N'oublions pas que le sol de Tarascon, avec les inondations successives le long de 2000 ans, a monté facilement de 3 à 4 mètres. Dans la crypte, eh bien, nous, comme on n'a pas pu monter parce que la crypte est figée, c'était l'église basse, eh bien, la crypte est inondée régulièrement. Ce puits a été créé au XVIIe siècle. Il ne servait pas à ravitailler les personnes de la collégiale, pas du tout. En fait, ce puits servait tout simplement à renvoyer l'eau du Rhône lors des inondations. En sauvant les Tarasconnais de cette terrible créature incarnant la menace fluviale, Sainte-Marthe a très vite trouvé dans les premières fondations de cette ancienne chapelle son plus grand lieu de dévotion. Devant vous, vous avez là le sarcophage qui est du IIe siècle. Et sous le sarcophage, il y a un autre sarcophage qui est beaucoup moins sculpté. Et dans ce sarcophage, il y avait les reliques de Marthe. Et on raconte qu'en l'an 500, c'est du moins ce que dit cette plaque, Clovis lui-même serait venu ici requérir l'aide de la sainte patronne des lieux. Clovis est venu se battre en Avignon contre les Burgondes. Et pendant cette bataille, il souffrait énormément du dos. Et son épouse lui avait conseillé en lui disant « Il y a une dame à Tarascon qui fait des miracles. » Clovis serait venu ici à Tarascon, se serait recueilli devant le tombeau de Marthe et aurait été guéri. Voilà. Bien plus tard, en 1248, c'est au tour de Saint-Louis, qui avait d'ailleurs épousé une Tarasconnaise, de venir en pèlerinage. Saint-Louis passait toujours ici parce que lorsque Saint-Louis partait en croisade, il honorait les saints de Provence pour se recueillir et il partait d'Aigues-Mortes. Car Tarascon, c'est le début de la Camargue qui court jusqu'à la Méditerranée. Et la Camargue, c'est tout le sel de la Provence. Au fond d'un golfe ensablé et marécageux dont les tables salantes alternent du bleu au pourpre, cerné d'étangs s'allongeant vers la mer et doté d'un climat paludéen, apparaît l'œuvre de Saint-Louis, la cité d'Aigues-Mortes. Ces impressionnants remparts, quadrilatères de 1640 mètres, flanqués de 5 tours admirables, protègent une ville marquée successivement par l'empreinte des croisades et des Templiers. Cette ville a été créée par Louis IX pour le départ de la croisade, c'est-à-dire en 1248, la 7e croisade, est finie quand même par son fils, qui lui n'avait pas terminé le rempart, le rempart était terminé par sa succession après sa mort. Saint-Louis est parti d'Aigues-Mortes, qui était un port. Maintenant, c'est dans les terres. Même aujourd'hui, on voit cette chose-là. On voit cet enlisement, cette emprise de la terre sur la mer par certains endroits. D'autres endroits, au contraire, ça se creuse. Petit à petit, le Rhône apportant des alluvions, eh bien, ce n'est plus un port. C'est au milieu des terres maintenant. C'est pour ça que ça s'appelle Aigues. Aigues, ça veut dire l'eau. Morte, il n'y en a plus. Aigues-Mortes, ça ne s'appelait pas comme ça avant. Ça s'appelait Aigues. Surplombant les marais salants, les fortifications entourent la petite cité médiévale d'Aigues-Mortes, qui se flatte de protéger son bon peuple camarguais depuis près de 1000 ans. Cet ensemble militaire, remarquablement conservé dans un style gothique à son apogée, voûte d'ogives sur chapiteaux sculptés et gargouilles, contraste avec la puissance du système défensif des Courtines. Derrière les remparts, Saint-Louis a tenu à faire ériger, à la place de l'ancienne tour construite par Charlemagne, ce qu'il a appelé la tour de Constance, pour y abriter sa garnison. Sa terrasse sommitale est surmontée d'une tourelle de guet qui, du XIIIe au XVIe siècle, servait de phare aux bateaux venus du Gard ou de Méditerranée.
Carrefour de ces canaux desservant la Provence, le territoire d'Aigues-Mortes est cerné de salines, d'étangs et de marais, qui lui confèrent cette aura si particulière. L'eau y stagne, est moisie, clapotant sous la brise qui courbe des roseaux effrangés par le temps. Comme si le déluge y avait fait son lit, la Camargue semble une terre du bout du monde d'où exhale un parfum de liberté. La Camargue est un pays aride. C'est un monde à part, d'abord parce que la vie est particulière. C'est une vie entre l'eau et le ciel, et le sable et le soleil. C'est un monde intermédiaire, la Camargue. Vraiment. Avec tout ce que ça comporte d'imaginaire fluorescent, d'inconnu, d'inquiétant aussi. Et il y a aussi, enfin ça c'est plus contemporain, mais peut-être ça a toujours été, il y a cette proximité du monde nomade qui passe par la Camargue et qui a toujours passé par la Camargue. Parce que c'est plat, parce que c'est un lieu de transition, avec le soleil, avec l'eau, avec les sables mouvants. Tout ça, c'est prétexte à mystère, à pétillement. Moi, j'aime la Camargue parce que ici, on voit à perte de vue. Et la Provence, c'est un peu plus vallonné. Je suis d'origine gitane, moi. Je viens d'Alsace. Mes parents sont arrivés en roulotte ici. Donc, je suis arrivé, j'étais pas né. Et ils ont posé leur roulotte au pied des remparts. Et je suis né dans une roulotte au pied des remparts, en fait. Voilà. Et après, on m'a fait connaître le cheval. À l'âge de 7 ou 8 ans, j'ai appris à connaître le cheval Camargue. Les Camarguais sont d'abord des gens d'élevage. Ils élèvent les taureaux et les vaches, bien sûr. Et ils ont cette particularité d'avoir au fond des yeux et au fond de l'âme toujours un horizon dégagé. Ce sont des gens qui ont du recul. Et s'ils sont installés là, c'est pour des raisons économiques peut-être, mais aussi pour des raisons d'appartenance. C'est la langue provençale qui est parlée là-bas. Il y a eu plusieurs renouveaux de la culture provençale qui sont passés par la Camargue. Et voilà, ce sont des gens, des cavaliers. Et un cavalier, il descend rarement de son cheval. D'autant qu'il ne monte pas n'importe quel cheval. Il n'y a que le Camargue qui peut supporter la Camargue, dit-on dans la région. Parce qu'il a des pieds assez larges pour pouvoir marcher dans les marais, donc il fatigue moins que les autres. Après, il est élevé à l'état sauvage, donc on ne s'en occupe pas. Vraiment, on le laisse se débrouiller. On met un étalon au milieu des juments, comme le poulet né au milieu de la Camargue, on ne s'occupe de rien. C'est vraiment un cheval sauvage. On va dire semi-sauvage maintenant, parce que maintenant l'homme il est plus proche de l'homme. Mais avant, on s'en occupait beaucoup moins du cheval. Et donc, les animaux qui vivent chez nous, notamment le Camargue et le taureau Camargue, sont des animaux qui sont totalement adaptés à leur environnement. Et ça, c'est très, très important de comprendre ça, parce que un cheval d'une autre région a beaucoup de mal à s'adapter à cet environnement-là, qui est un environnement très humide, avec des contraintes de capacité nutritionnelle importante. En plus, ils sont soumis à beaucoup de parasites qu'on connaît bien, hein, le moustique qui est l'ennemi de la Camargue, mais qui fait partie du marais, donc qui a sa part dans la chaîne alimentaire, puisque quelque part il va servir pour les oiseaux, etc., etc. Et ceux qui ont la chance d'élever ces chefs-d'œuvre équins de la rusticité que sont les Camargues portent le doux nom de manadier. Ça vient de l'expression manade, qui se compte sur la main, qui se rassemble. Donc l'idée de troupe et de troupeau, quoi. On cherche le cheval de travail pour aller trier les taureaux. La base de l'élevage, c'est ça. C'est choisir un étalon avec une jument pour essayer de trouver un bon cheval de travail dans les taureaux. Les taureaux étant destinés à la corrida. Quant au manadier, c'est un genre de cow-boy texan, mais avec l'accent occitan. La différence fondamentale entre le travail du bétail qui se fait aux États-Unis et notre travail à nous, c'est que le comportement du taureau est totalement différent.
et peut être très agressif. Le taureau espagnol et le taureau camargue sont des animaux qui, quand ils sont stressés, on va dire, de manière générale, deviennent très agressifs, peuvent être, deviennent des fauves. L'Américain, lui, pratique une équitation très proche, car les animaux sont des animaux domestiques. On n'a plus le même objectif que quand on arrive en Camargue, avec les animaux que l'on doit respecter en termes de distance et que l'on doit surveiller en termes de sécurité. Et de fait, la rapidité, la vivacité du cheval, sa capacité à bouger est différente chez un que chez l'autre. C'est là, dans le fief des Manadiers, que souffle la légende de loup drapé, cette étrange créature équine et aquatique qui, paraît-il, erre dans les marais de la petite cité médiévale d'Aigues-Mortes. Eh bien, il y a un spectre, paraît-il, autour des remparts d'Aigues-Mortes, mais je ne l'ai jamais rencontré, je ne peux pas trop vous en parler. C'est-à-dire que nous sommes toujours... Il faut bien essayer de contextualiser. Nous sommes dans un pays de sable mouvant. Et les sables mouvants, c'est géré, on ne sait pas trop comment, quoi. C'est dangereux. Il faut trouver le chemin pour y passer. Et qui est-ce qui va le premier s'aventurer sur un chemin de sable mouvant, s'il n'est guidé par un pressentiment, si ce n'est pas un peu un voyant? Vous voyez, c'est toujours ambigu, on ne sait pas trop. Eh bien, dans leur peur ancestrale des sables mouvants environnants, les parents racontaient à leur progéniture médusée que certaines nuits, à la pleine lune, on pouvait apercevoir un étrange cheval aux allures spectrales. On le voyait sortir des marais pour venir cavaler autour des remparts. On dit même que parfois, il montait rôder sur les courtines pour épier les habitants de la petite ville d'Aigues-Mortes. On ne sait comment, mais avant le lever du jour, cette créature blafarde, autant que diabolique, réussissait à chaque fois à enlever sur son dos les enfants qui n'étaient pas sages et les emportait au loin dans les marais salants. Personne ne les a jamais vus revenir. Nous avons tous entendu parler, en étant gamin à Aigues-Mortes, de la légende de loup drapé. Bon, moi, on m'a jamais trop fait peur avec ça, mais parce que j'étais un gentil garçon à la base, donc j'avais pas besoin d'être corrigé, on va dire. Voilà. Cette créature blême, symbole de mort, ayant pris la forme d'un cheval pour faire peur aux enfants de Provence, rejoint le folklore abondant de ces chevaux maléfiques et ravisseurs que l'homme associe si souvent à l'élément liquide. Effectivement, tous les châteaux au Moyen-Âge sont montés autour des rivières, sur des pics, mais bon, avec forcément toujours l'eau à portée de main, et l'eau est la vie. Et du coup, on peut comprendre que toutes les légendes, elles se développent autour de ça, quoi. Mais en remontant de Camargue vers l'intérieur des terres provençales, de l'autre côté du Rhône, tout près de la cité antique de Glanum, ce n'est plus un animal amphibien qui domine l'imaginaire et les hauteurs arides et rocailleuses des Alpilles, mais une cabrette blanche que l'on voit parfois la nuit, couverte de poudre d'or. Comme si les géants et les dieux s'étaient livrés là à quelque titanesque combat, un encombrement de pierres dessine la silhouette d'une cité féodale dominant ses abrupts détals. En plein cœur des Alpilles, sertie entre deux ravins plongeant à pic de près de 80 mètres sur les vallées avoisinantes, voici les Baux de Provence. Les seigneurs des Baux considèrent qu'il y a plusieurs origines, mais pour eux,
Une des principales, c'est qu'ils seraient les descendants du roi mage Balthazar. Donc si vous regardez le drapeau des Baux-de-Provence, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est un magnifique soleil sur fond rouge, alors ça n'a rien à voir. On dit que le drapeau est de gueule avec une étoile aux 16 raies d'argent. Donc en fait, ce serait l'étoile du berger, donc l'étoile de Balthazar, qui figurerait sur le drapeau des Baux-de-Provence. Au hasard Balthazar, telle est donc la devise des Baux. Situé entre Aix-en-Provence, Arles et Saint-Rémy de Provence, ce fief d'irréductible au pouvoir centralisateur fut édifié au Xe siècle par les seigneurs des Baux et resta longtemps une cité indépendante et imprenable, dotée de fortifications. Ce château, il est érigé ici parce que c'est une position sommitale. Ici, on est à 80 mètres de haut au-dessus du Val d'Enfer, donc qui est une région assez désertique. Et par contre, de l'autre côté, on a la Provence riche, on a les marais, on a également ce qui veut dire le sel, on a les cultures, on a les oliviers. Et ça permet de diriger toute cette Provence parce que le domaine des Baux-de-Provence, ça s'étend sur 79 villes, places fortes, abbayes et autres choses comme ceci. Donc c'est une famille qui est extrêmement riche et qui est en constante opposition, on va dire, avec la couronne de France. Donc ils ont besoin d'avoir ce nid d'aigle pour pouvoir se protéger en cas de protestation un peu trop vive, on va dire, face à la couronne. Et la couronne de France était loin d'être la seule ennemie des seigneurs des Baux, qui, pour défendre leur fief, fabriquaient sans cesse de nouvelles armes. À la France s'ajoutaient les comtés de Barcelone et surtout de Provence. La pression était d'autant plus forte que la dernière héritière des Baux avait cédé la place à l'un des nombreux comtes de Provence au grand mécontentement des autres. Bref, à l'orée de 1538, la destinée de la cité semblait en effet depuis longtemps abandonnée au seul hasard. Un signe de Balthazar ? C'est à cette période-là où le château des Baux, qui était typiquement médiéval et roman, va se transformer. On va commencer à avoir des touches un petit peu Renaissance. On va avoir du gothique qui va être apporté. Si on va se balader dans la chapelle castrale, on voit un mur roman et en même temps, on voit des arches à liarne et tierceron qui sont côte à côte dans cette chapelle parce que ce château sera offert au connétable Anne de Montmorency par le roi François Ier. François Ier viendra même visiter ce lieu qu'il trouvera extraordinaire. Au point qu'il octroiera à ses habitants, dénommés les Baussans, l'établissement de 2 foires annuelles. Ainsi, Anne de Montmorency, qui, comme vous le voyez, était un homme, et en outre un ami intime de François Ier, fit de la cité des Baux, qui était froide et inconfortable, un lieu à la mesure de sa toute nouvelle reconnaissance royale. Mais comment faire pour apporter à ce domaine un semblant de luxe quand le climat est si aride et l'eau si difficile à acheminer sur ce piton rocheux? Un problème récurrent pour les Baux-de-Provence depuis le Moyen-Âge. Ce qui est important au château des Baux-de-Provence, c'est le rapport avec la nature, mais le rapport avec l'eau. Parce que ce château, il est érigé à un endroit où il n'y a pas de source. Donc au fil des siècles, pendant la construction, tous les chemins qu'emprunte l'eau naturellement, tous ces chemins-là ont été analysés par ceux qui ont construit et ces chemins-là, ils ont été creusés, ils ont été amplifiés et il y a énormément de citernes qui ont été construites dans tout le château. C'est-à-dire que tout en haut, au pied du donjon, on a une citerne. Quand on marche à côté du donjon, quand on marche sur le promontoire rocheux, on s'aperçoit que le sol est creusé et que tous ces petits ruisseaux qui ont été fabriqués emmènent l'eau dans la citerne. Les gens pensent qu'ils marchent dans des caniveaux, mais ce ne sont pas des caniveaux. Ce sont des conduites d'eau qui sont recouvertes par d'épaisses dalles de pierre de façon à les protéger, à ne pas les souiller. Et on a même construit, juste à côté de la chapelle castrale, il y a une autre citerne enduite de bauxite et d'argile. Donc la bauxite tient son nom du village des Baux. Il y avait d'énormes mines de bauxite à proximité du village. Et au Moyen-Âge, déjà, on utilisait la bauxite, on la mélangeait avec l'argile pour imperméabiliser les citernes. Donc il y a une énorme citerne qui a été construite avec un mur très ingénieux. Il y a un mur de filtration
Donc vous avez une énorme quantité d'eau qui est récupérée, on pouvait même y mettre des poissons, des choses comme ça. Et dans le mur de filtration, il y a des trous qui sont percés, on y plaçait des éponges vivantes, du charbon. Et de l'autre côté de ce mur, en fait, c'était l'endroit où on pouvait puiser l'eau. Donc tout semble prévu pour résister à tous les sièges. Jusqu'au funeste jour de 1631, où Louis XIII et son conseiller le cardinal de Richelieu, offusqués de savoir que le baron des Baux cachait dans son fief les ennemis provençaux de la couronne, ne décident de porter au domaine un coup qui lui sera fatal. Juste devant moi, juste derrière vous, vous avez le camp Richelieu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu ce conflit avec la couronne et il y a quelqu'un qui en a eu vraiment marre, c'est Louis XIII et aussi le cardinal de Richelieu. Donc ils ont assiégé le château et ils ont à nouveau investi des places qui étaient habitées quelques siècles auparavant. Et ils ont occupé au niveau de l'oppidum, et juste à côté de l'oppidum, il y a eu des grottes qui ont été réinvesties pour le siège des Baux. Et vous avez eu des tours qui ont été montées au niveau du camp Richelieu pour assiéger vraiment les Baux de Provence et asservir le château. Et voici comment s'est terminé ce siège. Donc Louis XIII et le cardinal de Richelieu ont ordonné que ce château soit démonté avec interdiction de le remonter. Donc ils ont fait payer une très forte amende aux seigneurs des Baux et aux villageois. Et ce château, en fait, a été démonté. C'est pas une ruine suite à une attaque guerrière, c'est que le château il a été démonté et comme maintenant, à l'époque, rien ne se perd, donc on peut retrouver des pierres du château qui ont été vendues, vous pouvez retrouver dans les maisons du village ou encore à d'autres endroits. C'est sur les hauteurs de cette cité médiévale qu'on prétend parfois apercevoir, dans ces vestiges de palais ou le long des abîmes, un curieux animal connu dans la région sous le nom de cabreau d'or. En voici la légende. Alors, les Baux de Provence, il y a un endroit qui s'appelle le Val d'Enfer. Val d'Enfer, il a un drôle de nom. Et là, il paraît qu'en quelque endroit, il y a la caverne de la Cabre d'Or. Comme toutes les légendes, celle-ci est reliée à un fait historique. Ce fait historique, c'est quand les Gaulois ont mis Rome à sac, parce qu'ils ont foutu Rome par terre, ils ont récolté un trésor énorme. Mais ce trésor, on ne sait pas ce qu'il en est advenu. Alors, il aurait été transporté par la côte méditerranéenne vers les Ibères, vers l'Espagne. Et, pout, volatilisé. Parce qu'il y avait aussi, qui étaient dans le coin, les morts. Et il y a eu confrontation. Alors on ne sait pas dans quelle main est passé ce trésor. Alors on a dit, il est là, dans une grotte, et c'est la Cabre d'Or qui le garde. Au Baux, on prétend que le trésor aurait fini dans les mains d'un Sarrasin. Certains connaissent même son nom. Il s'agirait d'un certain Abdelrahman, qui, dit-on, serait passé dans la région il y a un bon millénaire. Les Sarrasins, à l'époque de toutes leurs exactions, aussi bien au niveau des Alpes qu'au niveau de la Provence, ont amassé un certain butin. Et en 973, si je ne dis pas de bêtises, ils ont été chassés par les seigneurs d'Arles. Les seigneurs d'Arles et d'Avignon les ont chassés. Et donc Abdelrahman s'est enfui en emmenant ses trésors en Espagne. Mais en fait, ils avaient tellement de trésors qu'on pense qu'ils n'ont pas pu tout emmener avec eux. Donc la légende veut que Abdelrahman, avant de s'enfuir en Espagne, aurait caché une partie de ses trésors dans le Val d'Enfer. Et pour protéger ce trésor, en fait, il l'aurait fait garder par une chèvre d'or. Donc il est dit, d'après certains auteurs, que la chèvre d'or brouterait tranquillement dans le fond du Val d'Enfer à côté de Baumanière et qu'elle surveille le trésor la journée et qu'elle sort la nuit. Chaque pleine lune, la Cabre d'Or sort le trésor qu'elle garde, parce que vous savez certainement que la lumière de la lune régénère l'or. Eh oui, parce que l'or est un métal solaire qui a besoin de la lune pour se régénérer. Donc, la Cabre d'Or, qui est une chèvre en or, sort tout ce fameux trésor qu'on ne sait pas qu'il a disparu.
pour qu'il se régénère. Et il se peut que ça corresponde au calendrier celte, vous voyez, Beltane ou Samhain. En tout cas, de temps en temps, et c'est à ce moment-là que quelqu'un l'a vu. C'est la nuit de la Toussaint. Bref. Il n'en reste pas moins que on l'a supposé qu'il était là, dans le Val d'Enfer, gardé par cette cabre d'or, mais que ça se referme. Elle sort le trésor. Quand la lune arrive, elle l'étale bien à la lune, et hop, elle rentre, et ça se referme. Et ceux qui se sont risqués par là, eh bien, on ne les a jamais retrouvés. Ils ont été broutés par la cabre d'or, digérés par la cabre d'or. Vous voyez, alors c'est très mystérieux. Alors, le conseil que je peux vous donner, hein, c'est que on a vu pas mal de personnes chercher le trésor. On ne les a pas tous vus revenir. Donc le mieux, c'est si jamais vous voyez la chèvre d'or, laissez-la tranquille. Elle ne vous fera aucun mal. Par contre, ne cherchez pas forcément à la suivre. Mais alors, quand on raconte cette histoire, il faut en venir jusqu'au bout. Parce que où il est ce trésor, si ce n'est dans le cœur de chacun de nous? Laissons ces troubadours méditer là-dessus et partons divaguer parmi les oliviers. Porté par le Mistral, mais saoulé de lumière, le rêve provençal ne connaît pas de hier. Exalté par le Rhône, il flotte tel un mirage en nous laissant l'aumône d'un merveilleux voyage.